bonjour à tous. Voilà, on s'était promis de commencer à 14 heures, mais on a quelques minutes de retard, mais comme ça vous changera du lycée ou du collège. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes avec nous et je m'en réjouis. Je me présente, je m'appelle Julie Clarini, je travaille à l'Obs, où je m'occupe des pages idées. Alors pour tous les jeunes de cette salle, l'Obs, c'est un magazine qui est en kiosque tous les jeudis. Cette semaine, la couverture est consacrée au pouvoir de la police et on s'interroge sur qui dirige vraiment la police aujourd'hui, pour vous donner le type de sujets que nous traitons. Et nous traitons aussi souvent de sujets numériques, puisque j'ai la chance de travailler dans mon service avec Xavier Delaporte, que certains connaissent peut-être parmi vous, qui s'occupe des questions numériques et qui anime sur France Culture le podcast « Le code a changé ». Peut-être que ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste, c'était une façon de vous le dire, mais je suis quand même assez au courant pour savoir que si on avait organisé il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, une rencontre autour des réseaux sociaux, on l'aurait fait dans un grand optimisme politique, sans doute avec beaucoup de joie, en invitant une Tunisienne pour les printemps arabes, par exemple, un New-Yorkais pour Occupy Wall Street. On aurait peut-être eu aussi un Hongkongais pour la révolte des parapluies, et on se serait dit, c'est merveilleux les réseaux sociaux, ça transforme les mouvements, ça leur donne de la force, ça donne de la force à la résistance, puisque c'est le thème de ce forum aujourd'hui. Ça transforme, ça rend visible, c'est très important, et on aurait tous été dans une grande ferveur autour de la façon dont le monde peut-être pouvait changer grâce à cette nouvelle circulation de l'information. Bon, 10 ans plus tard, on en est un petit peu revenu. On va être probablement beaucoup plus nuancé dans la table ronde que nous amorçons aujourd'hui, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, maintenant, on le sait, sont autant des vecteurs de désinformation que d'information, et ce sont autant des vecteurs de mobilisation que de déstabilisation. Et je pense que ce cadre-là, ce sera un petit peu le cadre de cette rencontre. Je pense que les uns et les autres vont nous faire part de la façon dont ces réseaux sociaux soit les aident, soit les entravent dans la façon dont ils veulent faire avancer leur cause. On s'aperçoit que, voilà, on était dans l'espoir que les réseaux sociaux aident les démocraties naissantes, et on voit qu'elles participent aujourd'hui à attaquer les démocraties anciennes, et probablement qu'il n'y aurait pas eu l'invasion du Capitole en janvier 2021 si les réseaux sociaux n'existaient pas, où il y aurait eu probablement d'autres formes de contestation, mais probablement pas aussi directe. Voilà, alors c'est cette ambivalence qu'on va faire entendre avec nos trois invités qui sont, alors pas des experts, hein, c'est pas des gens dont le métier c'est d'observer le rôle des réseaux sociaux à l'échelle de la planète, ce sont plutôt des témoins, ce sont des usagers des réseaux sociaux et des usagers engagés, chacun à leur façon, puisqu'on a, alors à ma gauche, on a invité Mister Géopolitics, que vous connaissez peut-être, alias Gilda Le Prince dans la vie civile, qui est youtubeur. Nous sommes également avec Oksana Menulchuk, qui est politologue et qui est engagée dans la cause de son pays, l'Ukraine. Et puis avec Ferhat Alani, qui est journaliste de plumes et d'images, et qui a évidemment dans sa panoplie de journalistes les réseaux sociaux et notamment Twitter. Alors avant de vous donner la parole à vous trois, je voulais dire, parce que sur les programmes, on vous annonce la présence de Bintou Traoré, qui est une féministe ivoirienne formidable, avec qui j'ai pu faire un entretien pour l'Obs justement il y a une dizaine de jours, et je suis au regret de vous dire qu'elle n'est pas là parce qu'elle n'a pas eu son visa. Voilà, ce qui est une situation un petit peu déshonorante pour nous, je trouve, pour la France. Enfin, en tout cas, que moi, à titre personnel, je trouve un petit peu honteuse. Voilà. Alors, Oksana, je reviens à vous. Donc, vous êtes, ukrainienne, et vous avez fait des études en France, des études d'ailleurs de géopolitique. Vous êtes revenue vivre en France depuis le début de la guerre, si mes informations sont bonnes. Vous dirigez ici une association qui s'intitule Unis pour l'Ukraine. Et je voulais savoir, parce que très vite, quand le conflit a commencé en février, l'invasion russe, on a tout de suite dit l'image va être au cœur de ce conflit, et les réseaux sociaux ont un rôle déterminant dans ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel titre c'est déterminant aujourd'hui ? Je pense que c'était un titre crucial au début de la guerre, parce que tous les médias classiques, malgré leur rapidité et adaptation quand même aux actualités,
Mais donner l'actualité, surtout à la télé, sous les bombes, sur les bombardements, ça, on n'a pas d'adaptation, on n'a pas de recette, on n'a pas de règles, si vous voulez. L'emploi du temps n'existe pas. Donc, ils ont quand même pris une demi-journée, à peu près, pour descendre tous leurs appareils au sous-sol, pour assurer les connexions Internet, etc., etc. Mais demi-journée, c'est énorme pour le premier jour de la guerre, tandis qu'il y a toute quarantaine de millions d'habitants qui attendaient qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a sur le front, qu'est-ce qu'il y a dans le gouvernement, où est le président, qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc on n'a pas eu la demi-journée pour s'adapter les médias classiques. Donc c'est le réseau social qui était à l'aide. Il y avait déjà le Twitter personnel du président. Il y avait tous les réseaux sociaux de tous les membres du gouvernement, les premières têtes, tout notre gouvernement était sur les réseaux sociaux. En plus, vous savez, dans la guerre, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle information on peut donner aux gens, parce que la panique, c'est très facile à s'aimer quand tu es dans les situations pareilles. Donc, essentiel, c'était organiser les gens, surtout rassurer que tout le monde est sur place. Et vous vous souvenez, c'était cette fameuse image quand le président dit « je suis là ». Il a nommé chaque membre de son équipe, et ils sont tous là. On est là, il était devant son palais présidentiel. Même il y avait les mauvaises langues qui disaient que c'était un montage. Et il y avait les autres qui a fait une preuve que ce n'était pas le montage. Donc tout ça, c'était discuté les premières heures de la guerre. Donc le télégramme, le WhatsApp, Internet en général, c'était notre outil, notre langue, notre yeux et surtout les gens sur place qui étaient réellement sur le front, qui étaient à cette ligne zéro, comme on dit chez nous. Eux, ils ont envoyé tout de suite les images. Donc, même les militaires, ils ont servi de ces réseaux sociaux dans les premières heures et jours de la guerre pour suivre de tout près qu'est-ce qui se passe et pour prendre les décisions immédiates, rapides. Chaque seconde comptait dans cette situation. Donc les réseaux sociaux, c'était notre arme utile, essentielle et très efficace surtout. Et je crois qu'encore aujourd'hui, pour avoir des informations, en tout cas la présidence de M. Zelensky se sert énormément d'une chaîne de Telegram qui s'appelle Ukraine Now, dans lequel on dit tous les jours ce qu'il faut faire, où sont tombées les bombes. Si j'ai bien compris, c'est très actif sur Telegram. C'est un réseau social qui est créé par les autres personnes, mais il y a la chaîne directe de Zelensky qui s'appelle Zelensky officiel, où vous avez l'information chaque jour systématique en ukrainien et en anglais. Parce que chaque soir, il prononce le discours, il nous parle chaque soir, et c'est toujours en anglais aussi également. Donc si vous voulez suivre Zelensky de tout près, c'est Zelensky officiel. Et comme ça, il y a aussi Zaloujny officiel, ça veut dire le chef de l'état-major. Il y a, bien sûr, ce n'est pas eux personnellement, mais Zelensky, personnellement, il suit tout ça. Parce que lui, c'est un enfant de médias. Donc, il adore de le faire. Et s'il a le temps, il prend son temps. Et si vous voyez parfois les images le soir, quand il parle aux Ukrainiens, il est comme ça. Il fait son selfie enregistré. Il parle parfois avec l'air très fatigué. Et c'est ça qui nous offre aussi Zelensky très, très particulièrement humaine. Parce qu'elle est comme nous. Il souffre, il a les yeux noirs comme ça, comme nous tous, parce qu'il vit avec nous le même rythme de vie. Et ça, c'est très, émotionnellement, c'est très fort pour les Ukrainiens. Ça fait partie de notre résilience aussi. Je crois que les Anglais, ils ont un terme pour une sorte de jeu de mots pour parler de cette mobilisation par les réseaux sociaux. Ils appellent ça la mass mobilisation, puisque mobile en anglais, c'est le portable. Donc c'est voilà, la mobilisation par le téléphone. Par cet objet qu'on a toujours sur soi et avec qui voilà, on peut dialoguer en permanence. J'imagine que pour vous aussi, en tant que militante de la cause ukrainienne en France, les réseaux sociaux vous apportent beaucoup, puisque c'est une façon d'être en lien, de participer à l'espace public et même au conflit à votre échelle depuis la France. Vous savez, le premier jour de la guerre, la question de sécurité, de communication s'est posée aussi. Tu ne peux pas appeler par téléphone normal parce que tu imagines que les Russes, ils ont déjà mis le contrôle sur tous les réseaux. Donc, la première question qu'on s'est posée entre nous, je parle nous, les gens de communication, par quel réseau on communique? Il y a un réseau Signal qui est devenu, je ne savais pas l'existence de ce réseau avant la guerre.
mais il paraît que c'est le meilleur protégé. Donc, on a tous utilisé Signal. J'ai appris les parlementaires européens de l'utiliser, ils ne savaient pas non plus. Et parce que j'étais chargée par la présidence, vous savez, en Ukraine, comme le président et son équipe, c'est les gens de médias, ils ont beaucoup d'amis qui ne sont pas au gouvernement, qui étaient amis quand ils ont été dans le cinéma, dans la production cinématographique. Vous savez, c'est un grand monde, quand tout le monde connaît tout le monde. Donc, et comme ça, par cette réseau-là, tous les gens qui connaissaient Zelensky avant les élections, on a tous communiqué son équipe en disant qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous. Moi, j'étais chargée comme ça, j'ai appelé aussi. Et ils savaient que je suis en communication toujours en France. On m'a dit, bon, tu t'occupes de communication avec les Français. Et voilà, et tout de suite, d'une seule journée, comme la France était la présidence à l'Union européenne, j'ai eu dans mon portable les téléphones de commissions étrangères, Parlement français, lituanien, britannique, Pologne, allemand, j'ai eu la tête qui tourne, mais j'ai communiqué avec eux tous pour cette mobilisation. Et chacun de notre équipe, quelqu'un a parlé arabe, donc on a communiqué avec le monde arabe. Essentiel, c'était envoyer les messages du président. Parce que bien sûr, l'appareil gouvernemental, il ne pouvait pas assurer toute cette communication simultanée avec tout le monde, vous imaginez? Donc il y avait grâce aux réseaux sociaux, on a Parlez bien dans le micro. Au bout de 3 heures, on a été tous mobilisés pour communiquer avec le monde entier. C'était incroyable, c'était impossible par les communications classiques. Alors, merci pour ce témoignage. On est assez loin de votre expérience, Gilda. Alors, je ne sais pas si je dois vous appeler Mister Géopolitiques ou Gilda Le Prince. Comment vous faites dans les débats là? Vous préférez quel Mister Géopolitique, c'est très bien. Allez, ça vous va, d'accord. Alors vous êtes plutôt un globe-trotter, qui a envie de partager tout ce qu'il apprend du monde en voyageant avec beaucoup de gens. Vous avez 200 000 abonnés, je crois, sur votre chaîne, et vous proposez, alors je suis allée voir, des reportages qui sont très différents, soit parfois des décryptages, mais la plupart du temps quand même des reportages qui vous emmènent très loin et qui traitent de sujets, des grands sujets du monde, qui vont du braconnage à l'orpaillage, en passant par je sais pas, les migrations, les routes de la drogue, des choses assez différentes, qui vous emmènent parfois aussi avec l'armée française en Estonie, voilà, sur une base de l'OTAN. C'est pour ça que j'y pensais en entendant Oksana parler. Mais alors je crois que ça fait presque une dizaine d'années que vous avez monté. Oui, un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Quand vous vous lancez là-dedans, les questions justement que je posais tout à l'heure, celles de des fake news, de la possibilité de déstabilisation par les réseaux sociaux n'existe pas encore. Vous êtes encore dans l'optimisme de YouTube. Oui, exactement. En fait, quand j'ai commencé à créer du contenu sur Internet, donc à la base, c'était vraiment YouTube qui cartonnait. En fait, c'était à l'époque où il commençait à y avoir Cyprien, Squeezie, Norman. Il y avait le Golden Moustache, vous êtes vraiment Studio un ancêtre, Bagel. Ouais, un petit ancêtre. Ouais. Golden Moustache, c'était l'époque où en fait YouTube est passé c'est une plateforme libre où tous les passionnés peuvent mettre du contenu gratuitement, à ok, c'est une plateforme, mais si vous vous débrouillez pas trop mal et que vous persévérez, vous pouvez potentiellement en vivre. C'était à ce point de bascule en fait, et je suis arrivé à ce moment-là et je me suis dit en fait, vu que j'adore faire du contenu, j'adore créer de la vidéo sur les thématiques géopolitiques, j'ai eu de la chance parce que c'est arrivé au moment où on pouvait commencer à en vivre, et donc je me suis dit 0 abonnés, c'est parti. L'objectif, c'est que j'en vive. Donc, il m'a fallu 2 ans pour réussir à avoir suffisamment d'abonnés et suffisamment de crédibilité pour réussir à générer quelques fonds. Mais à ce moment-là, effectivement, YouTube, c'était un côté magique du n'importe qui peut poster du contenu. Aujourd'hui, ça paraît complètement dingue parce qu'avec Insta, avec TikTok, avec tout, on peut publier très facilement. Mais à l'époque, c'était un peu une nouvelle révolution. Et donc, à l'époque, effectivement, il y avait beaucoup moins de contenu qu'aujourd'hui. J'ai eu la chance de participer à des événements chez Google et ils nous donnaient, alors je ne les ai plus en tête, mais ils nous donnaient aujourd'hui les statistiques, le nombre d'heures de contenu qui sont publiées chaque minute. C'est colossal. C'est colossal. C'est-à-dire que chaque minute, il y a des milliers et des milliers d'heures qui sont stockées sur Internet et tout. À l'époque, quand j'ai commencé, il y en avait beaucoup moins, donc il y avait beaucoup moins de contenu. Et il y avait aussi beaucoup moins cette utilisation des réseaux pour potentiellement déstabiliser ou faire du contenu volontairement trompeur à différentes fins. Ça, on en a parlé, je peux peut-être en parler tout de suite, mais pour ceux qui... Levez la main, tous ceux qui regardent un peu de contenu sur TikTok, Insta et YouTube. Ok, donc ça fait du monde. Ok, levez la main, tous ceux qui sont tombés au moins une fois sur une vidéo qui leur a paru un montage complètement faux ou une vidéo trompeuse. Ok.
Bon, ça fait du monde. Alors, je vais juste vous donner un petit truc. Je suis désolé si je sors un tout petit peu de la question, mais bon, tu me diras si je recentre. Il y a des journalistes qui ont publié quelque chose que j'ai trouvé génial. J'en ai fait une vidéo YouTube sur ma chaîne. Vous pouvez mettre Mister Geopolitics Fake News. En fait, c'est une classification des différents types de fake news. Parce qu'en fait, quand une information est trompeuse, elle n'est pas trompeuse à chaque fois pour les mêmes raisons. Et en fait, le simple fait de comprendre ça, ça m'a permis de mieux comprendre Internet et d'avoir beaucoup moins peur de me balader sur YouTube, TikTok et Insta. Parce qu'en fait, parfois, il y a des gens qui font du contenu volontairement faux, uniquement parce que ça va faire des vues. Et que derrière, s'ils ont quelque chose à vendre, eh ben, ils vont toucher plus de gens et ils vont vendre plus. Mais donc, eux, leur objectif en vous trompant, c'est de générer de l'argent. Là, il n'est pas question de politique, il n'est pas question de vous manipuler, de faire de la propagande. C'est de la manipulation, mais à des fins purement d'argent. Il y a des gens qui, parfois, voient des titres de journaux, des unes de journaux, qui ne correspondent pas exactement à ce qui est marqué dans l'article. Ça peut être soit le journaliste qui a fait un mauvais travail, ça arrive, soit parfois, ce n'est pas la même personne qui est en charge d'écrire l'article et d'écrire le titre, et qui, du coup, n'a pas bien compris ce qu'a écrit son copain, et du coup, a écrit quelque chose d'un peu... Il y a un terme sur Internet, on appelle ça le putaclic. Je suis désolé pour le terme, mais c'est du racolage. Faire un titre volontairement accrocheur pour... voilà. Et ça, des gens appellent ça une fake news, mais il faut plutôt voir ça comme une erreur journalistique ou une imprécision journalistique. Mais il peut aussi y avoir du contenu qui est volontairement trompeur à des fins politiques. Le but étant de manipuler ce que les gens vont penser d'un conflit. On pourra en reparler, mais j'ai vu passer beaucoup de choses moi, sur l'Ukraine et la Russie depuis le début du conflit. Des vidéos qui peuvent traiter Zelensky de menteur. Voilà. Il peut y avoir beaucoup de choses qui sont créées. Et donc, en fait, dans votre tête, quand vous voyez passer ça, essayez de vous dire, OK, c'est quel niveau de tromperie ça vous donne un petit travail derrière de comprendre à quel niveau, en fait, ils essayent de vous tromper. Et ça vous permet, en fait, tout simplement de mieux être sur Internet. Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez de vous dire « Ah, encore une fake news », et puis en fait, ça vous donne envie de tout quitter et de vous dire « De toute façon, c'est nul, il n'y a rien de bien sur Internet et tout ». Alors qu'en fait, Internet aujourd'hui est tellement dans nos vies qu'on ne peut pas s'en passer, et donc il vaut mieux se former pour savoir naviguer sur Internet, parce qu'il y a de très belles choses aussi sur Internet, on va pouvoir en reparler, il y a de très très belles choses qui existent, mais il faut se prémunir contre ces mauvaises choses, et je trouve que d'avoir cette grille-là en tête, parce qu'elle est beaucoup plus complexe que les 3 exemples que je vous ai donnés, ça permet de mieux naviguer en meilleure confiance. Mais donc du coup, pour rebondir, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Je l'ai vu évoluer de 2016 quand j'ai commencé à aujourd'hui. Oui, donc on est bien dans une configuration qui n'a rien à voir avec celle d'il y a une dizaine d'années, en tout cas dans la façon dont on conçoit le rôle des réseaux sociaux. Je vais donner la parole à Ferhat Alani tout de suite. Je le remercie d'être là parce qu'il a accepté de nous rejoindre en sachant que Bintou Traoré ne pouvait pas venir, donc au pied levé. Vous êtes, je l'ai dit, grand reporter, journaliste. Vous avez reçu le très prestigieux prix Albert Londres pour un livre, pour un roman graphique dont vous allez nous parler, je pense qu'il s'intitule Le parfum d'Irak. Mais je voulais dire aussi que vous avez publié là récemment, au printemps dernier, Je me souviens de Fallujah, qui est un premier roman, qui est un roman, mais qui est inspiré, je crois, de votre histoire personnelle. Oui, en partie, oui. De votre père, quoi, de l'histoire de votre Exactement. père. Oui. Voilà. Alors, peut-être, j'ai oublié de dire que vous êtes franco-irakien et vous êtes né en France, mais vous avez des rapports proches avec l'Irak, où une partie de votre famille vivait encore probablement. Ce livre, Parfum d'Irak, il vient justement parce que il vous est inspiré par cette idée que c'est insupportable de voir les réseaux sociaux raconter toujours la même chose, si je vous ai bien compris, et qu'il fallait proposer autre chose sur la même plateforme. Oui, alors en fait, déjà merci d'avoir cité ces travaux, mais en gros, comme tu le disais, on ne peut pas se passer d'Internet ni des réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense encore plus quand on est journaliste. Je me suis évidemment méfié dès le départ de ce qui pouvait se dire, ce qu'on pouvait raconter sur les réseaux sociaux, pour aller très vite, mais jusqu'à arriver à une année qui, moi, m'a marqué et a été assez insupportable sur Twitter, sur ce qu'on appelait Twitter il y a encore quelques temps. C'est le n'importe quoi raconté sans vérification, sans recouper l'info sur un pays que je connais très bien, donc l'Irak. Notamment après
l'arrivée de l'État islamique, les attentats, etc., on a commencé à voir de plus en plus d'experts. Moi, je n'ai rien contre le monde des experts, mais des gens que j'ai appelés les experts de l'expertise. Des gens qui, parce que l'actualité portait à un moment donné sur Daesh, se sont présentés sur Twitter comme des experts. Et j'ai lu, parfois écouté ce qu'ils disaient, et j'ai trouvé que dans l'ensemble de ce que je pouvais voir, c'était n'importe quoi. Alors, je n'ai pas du tout prétendu apporter quelque chose de vérité au sens de réponse à ces gens-là, mais je me suis dit, Twitter, pourquoi pas essayer de prendre à contre-pied, en fait, cet outil. À contre-pied dans le sens où Twitter, on le sait, ça va très vite, les infos tombent à la seconde, sans réellement de profondeur. Et donc, c'était en été, l'été de l'année 2016, sur un coup de tête et un coup de cœur, en fait, j'ai décidé de raconter l'Irak autrement, sur Twitter. Au lieu d'aller vite, j'ai pris le temps. J'ai écrit des tweets sur 2 mois pour raconter une histoire. Essayer d'apporter quelque chose justement à l'opposé de ce que je voyais de ces experts qui étaient froids, des chiffres uniquement, une analyse, on va dire, avec très peu de recoupement de l'info. J'ai essayé de raconter des couleurs, des odeurs, une subjectivité, essayer en fait de prendre celles et ceux qui voulaient bien suivre mes tweets par la main et leur dire voilà, l'Irak, c'est pas seulement Daesh et puis ce nombre de morts et la violence, c'est une vérité, il faut le dire, mais il y a aussi des êtres humains, il y a aussi des gens qui ont une vie qui ressemble à la nôtre. Donc, pour aller vite, j'ai écrit un texte sur 2 mois, je suis arrivé à 1500 tweets. J'ai vu en fait que même sur Twitter, il y avait quand même un intérêt pour cette histoire, pour ce temps long, qu'on n'était pas obligé d'aller si vite, qu'on pouvait aller explorer en profondeur des choses. Et donc c'est comme ça que moi j'ai abordé Twitter et les réseaux sociaux de manière générale. Et de ce texte est né effectivement Le Parfum d'Irak, qui est devenu un roman graphique qu'on a illustré en animation aussi sur Arte, en film animé. Et voilà mon expérience avec Twitter. Mais Twitter est à mon avis, est un outil indispensable pour le meilleur et pour le pire. On peut trouver du n'importe quoi comme des choses géniales. Et il faut, pour aller sur les fake news, il faut vraiment prendre le temps de recouper l'information. Moi, j'ai souvent en mais miroir... qu'est-ce que ça veut dire recouper l'information? Parce que là, ce n'est pas des jeunes journalistes que vous avez devant vous. C'est vrai que c'est vous. technique, mais vérifier. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je dis ça? Parce que je pose souvent la question à ma mère, moi qui n'utilise les réseaux sociaux que depuis peu. Je pose la question de tel ou tel sujet. Elle me dit oui, j'ai lu sur Facebook ou j'ai lu sur Twitter. Je lui dis oui, mais est-ce que selon toi, c'est vrai? Twitter l'a dit. Et là, je dis qu'il y a un problème. Et recouper, donc, c'est prendre une info et au lieu de la prendre tout de suite comme vérité, essayer d'aller voir ailleurs ce qui se dit sur le sujet. Essayer d'aller voir des sites mais alors, spécialisés. Voir ailleurs, ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire quitter le réseau social pour aller ailleurs. Soit quitter les réseaux sociaux pour aller sur des médias plus spécialisés sur une question. Donc, on parle de l'Ukraine ou de l'Irak. Encore une fois, sur Twitter ou X aujourd'hui, il y a des choses très bien, mais il y a des choses qui sont fausses. Donc, allez voir des médias qui parlent de ce sujet. Poser la question à des vrais spécialistes, des choses comme ça. Et ne pas prendre comme info... Les vrais spécialistes, justement, alors l'intérêt des plateformes, c'est que tout le monde est mis à égalité. Alors, il peut y avoir aussi un obstacle, un désavantage à ça, c'est que le vrai expert, comment on sait qu'il est? Justement, pour moi, ça reste un outil. Et donc, celui ou celle qui s'érige en expert sur Twitter, à mon sens, ce n'est pas suffisant. Il faut aller voir s'il y a des ouvrages qui ont été écrits sur la question par des gens qui ont une qualité d'expert, ou de journalistes, ou d'observateurs. Mais d'essayer d'aller voir ailleurs, et pas seulement se référer à Twitter. Je parlais de ma mère, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui vont chercher l'info uniquement sur les réseaux sociaux et très peu dans les médias classiques, on va dire. Il y a une réponse assez classique. On me pose souvent cette question également. Et j'ai trouvé les réponses chez Socrate. Parce qu'à l'université française, on m'a appris que si tu n'as pas les réponses, il faut creuser chez les anciens, chez les sages anciens. Il n'y a pas beaucoup. Il y a Aristote, Platon, Socrate et encore quelques-uns. Donc, il n'y a pas, le source est raccourci. Socrate, il disait que quand l'information arrive, il faut avoir 3 filtres. Je traduis à la langage contemporain. C'est un récit un peu long, donc je le raccourcis. 3 filtres. La première, est-ce que c'est vrai ce que tu me racontes?
est-ce que ça m'apporte un bonheur, ce que tu me racontes? Est-ce que ce sera utile, ce que tu me racontes? Si au moins une qualité est absente, il faut méfier. Il faut se méfier. Parce que l'information, il vous a donné pour vous dire la vérité qui va vous faciliter la vie, qui va vous éclairer, qui va vous faire apprendre quelque chose, et ça vous apporter un bonheur. Pas un bonheur total, mais ça vous va faire du bien. Sinon, méfiez-vous. Il faut vérifier, et comme vous bien expliqué, il faut creuser, il faut trouver le vrai spécialiste, il faut toujours vérifier. Il faut avoir l'esprit critique jusqu'à la fin. Vous utilisez un peu Twitter ou pas? Vous regardez, vous vous informez un peu dessus ou pas? Oui, un peu. Vous voyez la certification, quand vous avez un compte certifié avec un petit V et tout. À la base, ça, ce que la plateforme a mis en avant, c'était pour différencier les gens qui, globalement, avaient une crédibilité dans un domaine. Aujourd'hui, ce petit V là, bleu, certification, c'est plus trop utile comme avant parce que maintenant, vous pouvez payer pour avoir une certification. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'est un système qui leur permet de rapporter de l'argent. Donc avant, on pouvait un petit peu se fier en mode « Ah, il y a un docteur qui dit quelque chose par rapport au Covid, il est certifié, donc je peux déjà être un peu plus confiant par rapport à ce qu'il va me dire. » Aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il y a des gens, quand on va voir leur profil, ils ont 30 abonnés, mais ils ont la certification. En général, 30 abonnés pour la certification, en général, c'est plutôt les gens qui ont 300 000 abonnés qui ont la certification que 30. Donc ça, c'est un critère qui avant pouvait être utile pour vous guider un petit peu. Aujourd'hui, il faut faire attention. Twitter a rajouté autre chose pour contrebalancer ça. Parfois, quand vous avez une vidéo, en dessous, il peut y avoir RT. Par exemple, cette vidéo a été publiée par RT, qui est un média financé par le gouvernement russe. France 24, un média financé en partie par la France. C'est des petites notes qui peuvent aussi vous dire « Ok, cette information, elle vient de tel ou tel ou tel pays. » Et il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée où les gens peuvent mettre des notes. C'est-à-dire que vous mettez une vidéo et en dessous, il y a des gens qui peuvent faire une sorte de commentaire en disant « Attention, cette vidéo-là ne date pas de 2021, mais elle date de 2015. » Voilà, ça peut être ce genre de truc. Il faut que vous appreniez à ne pas juste regarder la vidéo, regardez ce qu'il y a autour. Donc, certif, ça peut aider. Les commentaires en dessous, la petite note de Twitter. Et aussi, regardez les commentaires. Parce qu'en fait, en général, quand il y a quelque chose qui est vraiment faux, il y a souvent des gens qui auront réagi avant. Ça, c'est les choses que vous pouvez faire. Et une dernière chose que vous pouvez faire, vous pouvez suivre les comptes, par exemple, de débunkage. Vous voyez tout ce que c'est le debunking ou pas? Le fact-checking, ça vous dit quelque chose ou pas? C'est des médias qui se spécialisent pour vérifier si ce qui est dit est vrai. Le seul problème de ça, c'est qu'ils sont toujours à le dire après. C'est-à-dire que cette information, elle vient toujours arriver après. Par exemple, quelqu'un dit quelque chose, et le lendemain, ils vont dire en fait, ce qui a été dit hier, c'était faux. Le problème, c'est que du coup, ils essayent de faire... ils font du bon travail, mais le problème, c'est que vous, si vous avez été marqué par une fake news et que vous ne voyez pas passer ça le lendemain, la fake news, elle va rester dans votre tête. Donc vous pouvez vous abonner à plusieurs comptes de fact-checking. Le Monde fait un super travail dessus. Il y a plein d'autres médias qui le font. Et ça vous permet, par exemple, tiens, hier j'ai vu ça, et puis en fait, 2 jours plus tard, vous voyez passer cette vidéo qui dit « Attention, ce que vous avez vu il y a 2 jours, c'était faux ». Ça vous met en garde, attention, tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément vrai. Donc ça, c'est bien pour Twitter, c'est un peu les clés qu'il y a dessus. Instagram, malheureusement, il n'y a pas autant de filtres. Donc vous pouvez avoir des influenceurs ou des gens qui peuvent prendre la parole sur des sujets sur lesquels, même moi, je pourrais intervenir sur des sujets sur lesquels je ne suis pas du tout compétent, simplement parce que je suis sur sur Instagram, et que j'ai cette liberté-là. Donc là, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de petite warning qui vous dit « Attention, ce que vous dit cette personne, elle n'est peut-être pas qualifiée pour le dire ». Donc ça, c'est un peu plus difficile. Et YouTube, vous avez des petits warnings, ça peut être les commentaires en général, même si le créateur de contenu a la possibilité de masquer des commentaires, de les supprimer, ou de faire en sorte que la personne qui a écrit le commentaire a l'impression que son commentaire est visible, mais le commentaire est masqué, sans que l'internaute puisse le voir. Donc voilà, c'est tous les petits tips qu'il faut que vous gardiez en tête quand vous êtes sur les plateformes et que vous voyez passer un truc un peu bizarre. C'est tous les petits trucs que vous pouvez commencer à regarder pour vous dire ok, est-ce que ce truc-là est pertinent ou pas? Et après, vous pouvez quitter l'application et vous mettez l'information sur moteur de recherche Google. Et là, vous allez voir s'il y a d'autres médias qui en parlent ou pas. C'est vraiment cette démarche-là qu'il faut que vous appreniez à introduire, parce que les gens aujourd'hui qui sont sur Internet, on a conscience que de toute façon, dans notre journée, on va avoir des trucs qui sont un peu faux. On l'a un petit peu intégré aujourd'hui, qu'on va avoir du vrai et du faux.
Et pour aiguiser son œil sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que je peux croire ou pas croire, essayez un petit peu d'intégrer ça dans votre routine, dans votre diète journalistique. Quand vous regardez du contenu, c'est ça qu'il faut faire. C'est même intéressant parce qu'en fait, même les fake news ou le mensonge de manière générale sur les réseaux sociaux, c'est aussi une façon de se renseigner. J'étais dans la navette pour venir ici avec un spécialiste du Caucase qui me disait, moi, pour savoir ce qui se passe, je regarde tous les comptes, et y compris les comptes russes de propagande, parce que c'est comme ça que je sais quel intérêt ils ont, pourquoi est-ce qu'ils mentent là-dessus, et du coup, je comprends quel intérêt ils ont à mentir là-dessus. Donc je pense que là, ça vaut pour aussi les terrains de guerre que vous avez connus l'un et l'autre, aussi de suivre les réseaux sociaux de ceux qui ne sont pas justement nos amis. C'est important. Oui, ça dit quelque chose, effectivement, et c'est très intéressant ce que tu évoquais. Je pense que pour aller même... Pardon, je reviens juste à la question, mais pour rebondir, le fact-checking, il faut effectivement le faire soi-même. Et c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Que ce soit sur l'info, sur des photos. On peut faire des recherches par photo, on oublie, sur Google, on rentre une photo et on voit si la photo a été exploitée ailleurs. Et on le voit très souvent dans les fake news, des photos qui sont là pour illustrer tel drame, et en fait, elles viennent d'un autre drame, et c'est insupportable de voir ça. Mais effectivement, dans cet outil qui est Twitter ou les autres réseaux sociaux, de toute façon, comme tu l'as dit, on en avale tous les jours des fake news. Que faire en fait de ça? On peut fact-checker, débunker, comme tu dis, une info, mais ça dit énormément de la situation d'un pays ou d'un conflit. Moi, sur l'Irak, effectivement, je regardais, quand j'étais sur place ou même à distance, je regardais ce que disaient les uns et les autres pour essayer de mieux analyser une situation. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, tout en étant conscient que tout ce qui se dit doit, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque un devoir en fait, d'aller soi-même vérifier l'information. C'est très important. Oui. De mon côté, je peux dire que dans la guerre, tout change, tout est relativise, et malheureusement, dans l'état de la guerre, on est obligé de passer à la censure militaire. C'est pour ça, d'ailleurs, notre chef de l'état-major ukrainien, il a refusé d'informer sur la guerre. Si vous avez bien aperçu à la télé française, vous n'avez pas beaucoup vu des reportages et des informations des Ukrainiens, de la part des Ukrainiens, sur la guerre. Moi, j'étais confrontée à une fait et ça, j'appelle ça la responsabilité des médias, parce qu'on manque de l'information sur la guerre, et c'est exactement pour éviter ce genre de choses, parce que dans notre vie privée, bon, tant pis, c'est notre état d'âme qui est dérangé, mais dans la guerre, ça pouvait s'aimer une panique énorme, ça pouvait donner une fausse information. Par exemple, si on dit qu'on a libéré tel ou tel village, et les gens qui ont abandonné son village, qui a laissé ses vaches, ses cochons, ses poulets là-bas, dès qu'il entend ça, il revient tout de suite pour récupérer, et en fait, il ne s'est pas libéré. Vous imaginez, donc on a été confronté à tout ce problème, donc on a pris la décision, aucune information, avant qu'on n'établit pas le drapeau ukrainien et qu'on est sûr que le territoire est libéré, et puis pour ne pas donner l'information à nos adversaires aussi. Donc on a été obligé de... Mais les médias étrangers, ils ont été en souffre et en manque des informations de leur front. Ils ont commencé à donner l'information à partir des Russes. Et si vous vous souvenez, il y avait un moment dans la guerre quand tout le monde a pensé qu'on a perdu la guerre. C'est parce qu'il n'y avait que des informations russes, et les médias, ils ont pris cette ressource. Et vous savez, ce que notre armée de communication, qu'est-ce que nous avons fait? On a supplié notre service de communication d'armée en disant, écoutez, comme il n'y a pas de place libre, l'absence d'information, elle est remplie par les fake news. Donc, donnez-nous au moins une petite information que vous pouvez donner aux internationaux pour les rassurer, parce que sinon, ce sera les fake news. Et c'est à partir de ce moment-là, on a commencé à former les speakers. Maintenant, on a le speaker des forces armées aériennes, des forces armées terrestres. Il y a tous les speakers qui, eux, ils font ces premiers filtres pour donner l'information sur le front. Mais quand même, il y a ce filtre-là. Bien sûr, ça ralentit la livraison de l'information, mais au moins, ça nous épargne de le fake news sur le front. Et je voudrais vous dire, profiter de cette situation
pour s'excuser auprès du public et pour trouver votre compréhension, parce qu'aucun journaliste international n'a accès sur la ligne du front. Sachez-le bien. Si vos médias vous vendez que notre correspondant spécial de la front, c'est pas vrai. Il est mieux de ne pas connaître quelque chose du jour d'aujourd'hui. Vous allez connaître cette information au bout de 2 jours, mais ce sera l'information confirmée, et comme ça, l'Ukraine sera épargnée des conséquences graves s'il y a les fake news. Alors là, ce qu'on entend, Mister Géopolitique, c'est la guerre informationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les guerres ne sont plus uniquement... Et même si ce qui nous a beaucoup frappé dans la guerre que mène l'armée ukrainienne, c'est son côté encore presque archaïque, hein, avec des tranchées, des images qui nous ont rappelé même la Première Guerre mondiale pour certaines. Mais il y a aussi, là, et ça c'est très nouveau, non seulement les drones, mais surtout l'information numérique, enfin, la capacité aujourd'hui à avoir instantanément des informations. Donc, avec la question du point de vue qu'on a dessus, est-ce qu'on les censure, est-ce qu'on les manipule? Dans le reportage que j'ai vu de vous avec l'armée française, on voit bien que c'est très important quand on participe à une organisation comme l'OTAN de savoir ce qu'on a le droit de dire, ce qu'il faut cacher. Ça, c'est un enjeu maintenant auquel tous les militaires sont formés, par exemple, pas seulement l'armée ukrainienne. Complètement. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'une liste, vous savez, des différents types de fake news. Ça peut aller d'une fausse information juste parce que le journaliste a écrit un mauvais titre. Et il y a plein d'autres étapes, notamment celle effectivement d'un événement qui s'est réellement passé dans le monde, mais qui vont prendre une photo de ce qui s'est passé il y a 5 ans à tel endroit, et ils vont dire « Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui en Ukraine », alors qu'en fait, c'est pas du tout en Ukraine ça s'est passé il y a 5 ans ailleurs. C'est très très facile de prendre un message et de le tordre. C'est très 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 facile de fabriquer une fausse information. Et ça peut aller jusqu'à l'autre extrême, à savoir des pays qui décident volontairement d'utiliser ces mauvaises informations pour faire la guerre. C'est-à-dire que pour faire la guerre, il faut des armes, il faut une économie qui fonctionne bien pour avoir de l'argent, et il y a certains pays qui se disent on va se rajouter un autre panel, on va déstabiliser un autre pays en faisant volontairement circuler des fausses infos pour leur faire prendre de mauvaises décisions, pour que les citoyens soient mal informés et que du coup ils perdent espoir parce qu'ils ont l'impression que leur pays ne va pas s'en sortir. Et donc ça, on appelle ça la guerre informationnelle. Il y a vraiment des pays qui se sont spécialisés là-dessus. La Russie, clairement, a été presque novatrice là-dedans. Vous avez entendu parler des machines à troll ou pas? Ça vous dit quelque chose, la machine à troll? C'est on pourra peut-être en reparler, mais il y a des documentaires Arte qui sont disponibles sur YouTube gratuitement. Vous mettez la machine, je crois que c'est la machine à fake news, je ne sais plus comment il s'appelle. En gros, c'est un centre en Russie où ils ont volontairement formé des gens pour créer des mauvaises informations, pour déstabiliser des pays comme la France, comme l'Ukraine, comme les États-Unis. Et la guerre informationnelle, c'est très pernicieux parce que c'est très difficile de lutter contre ça. Au ministère des Armées, ils me disaient qu'ils s'en sont rendus compte très tard en fait. La France s'est rendue compte très tard qu'elle était en retard sur ce genre de domaine. Et typiquement, est-ce que vous avez entendu parler quand la France avait une base militaire au Mali, et quand elle est partie, il y a des hommes de Wagner qui ont dit qu'en partant, les militaires russes les militaires français avaient laissé une fosse avec des gens qui avaient été tués dedans. Est-ce que vous vous souvenez? Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est il y a un an, un peu plus d'1 an. Et ce qui s'est passé, c'est que la France, elle suspectait que la Russie allait faire une mauvaise information à propos de ça. Elle a fait tourner un drone dans le ciel, très haut, très très haut dans le ciel, et qui a filmé la scène où on voyait des hommes russes en train de créer cette fameuse fosse avec des malheureuses personnes qui ont été tuées pour l'occasion. Et donc la France a pu justement dire non, là la Russie nous accuse, mais regardez, on a une preuve. Et aujourd'hui, les armées françaises, elles ont un truc en plus qu'elles ne faisaient pas avant, c'est qu'elles, enfin peut-être pas autant, c'est qu'elles cherchent à avoir des moyens pour prouver que ce qu'on va dire, c'est faux. Et donc en fait, elles s'informent en permanence, elles documentent, elles prennent des vidéos et tout. Et j'ai pu assister à un exercice de l'OTAN qui était en Estonie. Et pendant les exercices militaires, sous une tente, il y a des gens qui font marcher des ordinateurs et ils ont créé un réseau social un peu comme un faux Twitter pour s'entraîner à réagir à toutes les fausses informations qui pourraient arriver dessus. Comment ils s'entraînent à prouver très vite que c'est faux pour ne surtout pas que cette fake news puisse avoir
du poids et aider le pays en face. Et donc ça, c'est très nouveau. Donc voilà, vous pouvez vous informer. La guerre informationnelle, c'est un nouveau volet des conflits qui existait beaucoup moins avant. Mais dans vos livres d'histoire, quand on parlait de propagande, globalement, c'est un peu ça, mais en version beaucoup, beaucoup plus moderne, avec Twitter, Facebook, Instagram et compagnie. Oui, on a vu aussi dans une région que vous connaissez bien, Feurat Talani, une bonne vieille propagande. Là, on parle de la propagande russe et de la mobilisation, parce qu'on n'a pas envie d'employer le même terme, mais de la mobilisation de l'Ukraine grâce aux réseaux sociaux. L'État islamique a été assez novateur aussi dans sa façon de recruter grâce aux réseaux sociaux. Oui, ils ont été les précurseurs en fait du recrutement via les réseaux sociaux. Ça existait. J'avais déjà vu d'autres groupes en Irak avant l'État islamique utiliser, on va dire, des montages à l'américaine, des séquences qui pouvaient toucher directement les plus jeunes. Mais l'État islamique, le groupe a été précurseur là-dessus. Ils utilisaient tous les réseaux sociaux, et même les plus difficiles à décrypter, comme Signal, Telegram, etc. Enfin, plus tard. Mais il est évident en fait que l'information peut être un bienfait et en même temps une arme. Il y a différents exemples qu'on a connus où l'information a circulé d'une manière non contrôlée et, à mon sens, trop rapide et qui aurait pu mettre en péril certaines opérations. Si on doit parler de la France, l'attentat contre l'hypercacher, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une info qui est sortie sur une chaîne d'info en continu, donc là, ce n'est pas les réseaux sociaux, mais c'est pour parler de l'information, de sa circulation et du côté incontrôlé de cette information, où on a appris en direct qu'il restait un des otages qui était caché à tel endroit. Si un membre du groupe avait écouté l'information, peut-être que ça aurait aggravé la situation. Donc, encore une fois, pour en revenir je pense à l'essentiel de ce qu'est une information, il faut en avoir conscience. Il faut effectivement prendre en compte que l'information est une arme, est un domaine qui est de plus en plus recherché et développé par les pays, par la défense de ces pays, et donc par la même occasion avoir conscience que c'est quelque chose qui peut déclencher une guerre, quelque chose qui peut changer le cours d'une situation. Donc c'est quelque chose à prendre en considération, même au plus bas niveau, c'est-à-dire la moindre information qui tombe, avoir le réflexe de vérifier. Ça, j'y tiens beaucoup parce que les fake news qui ont toujours existé font beaucoup plus de mal aujourd'hui avec l'impact des réseaux sociaux, quoi. Alors, il y a juste une information que je voudrais vous donner pour voir si elle vous fait réagir avant peut-être de clore avec les motifs d'espérance, parce qu'on est quand même dans un forum qui s'appelle Résistance. Donc, en 2017, Amnesty s'était alarmé parce qu'il y avait eu une suppression assez systématique des images et des vidéos de la guerre en Syrie sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que, comme il faisait référence tout à l'heure Mister Geopolitics, il y a des politiques de modération dans toutes ces plateformes, sauf Telegram, justement. C'est la spécificité de Telegram, je crois, à ma connaissance. Des politiques de modération, ça veut dire des gens qui filtrent et qui disent « cette vidéo, elle est trop sensible, elle est choquante, on va l'enlever ». Tel contenu est insultant, on va l'enlever, avec évidemment des critères qui sont différents, qui sont les critères mis en place par des acteurs privés. Je rappelle que toutes ces plateformes appartiennent à des acteurs privés, donc c'est pas l'intérêt public qui prime, c'est eux qui choisissent et ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Et évidemment, du coup, ils avaient supprimé systématiquement ce qui était des contenus dits choquants, mais qui étaient aussi des preuves. Et pour Amnesty International, c'était très ennuyeux parce que voilà, ils voyaient supprimer sous leurs yeux un certain nombre de preuves qui auraient pu documenter la réalité du conflit et la réalité de la terreur semée par le gouvernement syrien. Alors ça, peut-être, est-ce qu'en tant que journaliste, ça vous est déjà arrivé, ou vous, Mister Geopolitics, de vous dire il faut que je fasse attention parce que cette image-là, je considère que c'est de l'information, mais elle risque d'être censurée. Est-ce que c'est des débats que vous avez dans votre quotidien ? Alors oui, parce que en fait, comment dire, chaque plateforme modère le contenu différemment, selon des principes qui leur sont à chacun un peu différents. Par où je voulais commencer ? Typiquement, TikTok, le public est relativement jeune. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens sur TikTok ici ? Ils vont pas oser le dire. Allez, osez lever la main. Moi, je lève la main. Allez, c'est bon ? Ok.
Il y a aussi beaucoup de monde sur TikTok. Donc. Je vais commencer par YouTube parce que dans l'ordre c'était comme ça. YouTube, ils avaient des politiques de censure très tournées autour de la nudité. C'est-à-dire qu'à l'époque, des copains ou des copines qui faisaient du contenu même d'histoire de l'art et où il y avait une statue d'une femme nue, ça pouvait sauter. C'est-à-dire que la vidéo pouvait au pire être supprimée de la plateforme. Au mieux, ils pouvaient revendiquer et dire ah non, vous êtes trompé, laissez-la en ligne et tout. Mais ça peut aussi faire sauter la rémunération du créateur de contenu qui, parfois, peut être tenté de se dire bon, bah, je ne vais plus faire du contenu dans ce style-là parce que si je ne peux plus gagner d'argent avec, je vais peut-être changer mon contenu. Moi, j'ai typiquement accepté l'idée que je ne gagnerais pas ma vie avec le revenu publicitaire des plateformes pour ne surtout pas avoir à changer. Typiquement, j'ai fait une fois une vidéo sur les migrations. Et YouTube a dit, on ne peut pas vous apposer de publicité sur cette vidéo parce qu'on trouve que la thématique n'est pas advertisement friendly, c'est-à-dire que ce n'est pas apte à mettre de la publicité. Et en fait, c'est simplement que YouTube gagne de l'argent par des annonceurs, par exemple Air France ou j'en sais rien, Coca-Cola, qui va payer de l'argent à YouTube pour qu'il y ait de la publicité, Air France ou Coca-Cola, qui passe avant les vidéos. Simplement, ces annonceurs, ils ont toqué à la porte de YouTube en disant par contre, moi j'ai payé pour avoir la publicité chez vous, mais par contre, ma vidéo, elle a été accolée à un documentaire sur l'État islamique ou un truc. Je ne veux pas que mon image de marque soit associée à cette thématique. Et donc, je suis critique vis-à-vis des plateformes, mais là, je comprends leurs difficultés, c'est qu'ils ont tellement de contenu à modérer que ça a été très brutal et très mal fait, c'est-à-dire qu'il y avait des mots-clés, et si on répétait certains mots plusieurs fois, le mot guerre, le mot drogue, le mot sexe ou quoi, la rémunération pouvait sauter. Mais en aucun cas, YouTube m'a censuré de contenu parce que je parlais d'un sujet, il ne voulait pas que j'en parle. Ça, c'est jamais arrivé. Sur TikTok, j'ai des vidéos qui ont sauté parce que j'ai fait des reportages dans des cartels au Mexique, donc sur le narcotrafic, et j'ai effectivement présenté des pochons de drogue de narco. Et là, vu que le public est très jeune, la modération est très stricte sur ça. Et donc mon contenu a sauté. Mais c'est là où les plateformes sont très ambiguës, c'est que TikTok dit qu'ils sont aussi intransigeants sur la nudité. On ne va pas se mentir, c'est loin d'être le cas. Ils laissent filtrer beaucoup de choses sur la nudité, mais sur d'autres, ils sont très à cheval. Tout ce qui est arme à feu, tout ce qui peut être drogue et tout, ça on ne voit pas. Mais encore une fois, c'est pas, ils veulent pas. Oh là, ils parlent de ça, on va l'empêcher. Non, c'est pas ça. Il y a des robots, il y a des gens qui vérifient humainement derrière. Et ils ont chacun leur thématique qui leur sont chères. Et voilà, globalement. Mais du coup, je n'ai pas été censuré pour un propos que j'aurais pu tenir. C'est plus pour protéger les audiences qui sont dessus. Je voudrais ajouter un petit détail à qui j'étais confrontée seulement à cause de la guerre. L'année dernière, il y avait une grande exposition Eurosatory à Paris. C'est l'exposition internationale dédiée au l'armement. Il y avait une énorme conférence ouverte au public qui était organisée par les services de renseignement britanniques. Et ils ont dit qu'ils ont fait une étude que la source première de renseignement aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ça s'appelle les sources ouvertes de l'information. Sachez-le, ça devient vraiment maintenant la source de l'information qui pourrait être utile pour les services de renseignement. C'est juste une petite alerte que je voulais vous dire dans le cadre de cette conférence. Ferat, sur cette question de l'effacement des traces, quand on est journaliste, donc on stocke tout ailleurs, on ne met évidemment pas toutes ces informations, toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux, là où ça pourrait disparaître. Oui, après, moi, c'est vrai que c'est un peu différent parce que je travaille pour des médias, on va dire, entre guillemets, classiques, et les sujets sont ensuite relayés sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas affaire, en fait, à cette question de censure ou de publicité, mais c'est très important ce que tu disais, c'est important à prendre en compte. C'est plus sur, en fait, l'utilisation que peut générer une reprise sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est encore une fois, je suis désolé, c'est un peu obsessionnel chez moi, mais c'est vérifier que l'info soit bonne, même quand elle émane d'un média classique où l'info a été recoupée, où le sujet a été discuté. On peut en faire n'importe quoi. C'est comme pour les photos. Par exemple, moi j'avais fait, ça date un peu, mais pour Canal+, il y avait une émission qui s'appelait Spécial Investigation. J'avais fait une enquête sur le marché du halal, le business du halal en France. 52 minutes, étayé, j'avais mis des mois à le faire, et de ce 52 minutes ont été tirés quelques extraits en caméra cachée pour dire complètement autre chose,
pour dire que pour dénigrer telle ou telle entité. Et ça, sur les réseaux sociaux, encore moins en 2010, c'était pas du tout, ça passait comme ça, comme une lettre à la poste, sans être vérifié, quoi. Donc aujourd'hui, il y a des outils, il y a des robots, comme tu le disais, qui vérifient tout cela, mais ça passe encore. Il y a encore des infos qui passent, il y a encore des extraits de films sortis de leur contexte, et le travail doit être le même, vérifié. Alors, il nous reste un tour de table avant de vous donner la parole pour vos questions. Donc, les motifs d'espoir, en quoi on peut encore... vous y croyez, vous, Mister Geopolitics, puisque vous continuez. Il y a encore de quoi faire de belles choses avec les réseaux sociaux aussi. Alors, c'est vrai qu'on s'est focalisé vraiment sur l'aspect négatif des réseaux sociaux. C'est un outil, c'est comme un couteau. Un couteau, c'est génial, ça vous permet de faire la cuisine, mais ça vous permet éventuellement de faire des choses pas bien avec aussi. Internet, c'est pareil. Vous pouvez faire des choses formidables. Vous pouvez aider des populations à sauvegarder une langue qui est en train de disparaître. Vous pouvez aider à repeupler, reboiser et repeupler avec de la biodiversité certains endroits dans le monde. Vous pouvez faire se rencontrer des gens. Vous pouvez partager, comme moi je le fais, gratuitement du contenu à des gens qui peuvent s'informer sur le monde. C'est incroyable. Internet, c'est incroyable. C'est un super outil. Là, c'est vrai qu'on a focalisé sur les aspects négatifs parce qu'il faut en avoir conscience. Et qu'il y a des outils que vous pouvez mettre pour vous protéger. Vous pouvez mettre votre compte en privé, si vous n'êtes pas sûr. Faites attention à ce que vous partagez. Je fais juste un tout petit encart, mais si jamais vous avez un besoin pour du harcèlement, si vous êtes victime de harcèlement, de cyberharcèlement, vous n'êtes pas seul. Il y a des outils sur Internet pour vous prémunir, pour vous aider. N'hésitez pas à y avoir recours. Vraiment, c'est des outils qui sont faits pour vous. Par le gouvernement, donc vous pouvez très bien le faire. Si c'est quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à leur suggérer. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est bien à avoir comme info. Moi, je trouve ça incroyable, Internet, parce que en gros, je me démerde pour trouver de l'argent pour vivre, et j'offre gratuitement mon contenu à des gens, aussi bien au Burkina Faso que dans plein de pays francophones, en France, essentiellement en France quand même, métropolitaine. Mais les réseaux sociaux permettent des choses folles. Mais il faut, je pense, il y a eu un changement qui s'est fait par rapport au monde avant Internet. Et aujourd'hui, dites-vous qu'avec Internet, ça va plus vous challenger, mais vous allez être plus fort parce qu'en fait, vous allez savoir par vous-même débunker une information, savoir si elle est vraie ou fausse. Vous allez beaucoup plus vous questionner sur vous-même. Est-ce que cette information que je lis, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'au fond, je n'ai pas un biais personnel qui me fait croire qu'elle est vraie parce que ça me rassure sur quelque chose? Donc ça va vous apprendre vos potentiels biais, les biais cognitifs pour les plus jeunes. Les biais cognitifs, c'est des penchants naturels qu'a l'être humain à peut-être se tromper. On peut se tromper pour des raisons complètement différentes. Et parfois, quand vous croyez fermement quelque chose et qu'il y a plein de gens qui vous disent non, c'est pas vrai, mais que vous entendez une personne qui dit si, t'as raison, vous allez avoir tendance à croire cette personne qui vous dit si, t'as raison, parce que ça vient confirmer ce que vous pensiez avant, même si c'est pas vrai. Voilà, ça va vous rendre plus fort. Mais ça va vous challenger. Par rapport à avant, où on avait juste à, entre guillemets, allumer la télé ou lire le journal, c'est beaucoup plus challengeant. Il y a plus de risques, mais vous allez en ressortir plus fort. Il faut accepter aussi que les plateformes, elles évoluent au fur et à mesure. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Typiquement, ce qu'on parlait tout à l'heure sur Twitter, le fait qu'il y ait des petites notes qui soient rajoutées en dessous. Attention, ce média est financé en partie par la France ou par la Russie, donc potentiellement ce qu'ils vont dire va être peut-être un petit peu orienté de telle ou telle manière. Ça n'existait pas il y a quelques mois. Donc il faut aussi accepter que les plateformes, elles vont mûrir aussi. Et voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais tous les bienfaits d'Internet, moi j'en ai fait mon métier aujourd'hui, je suis le plus heureux du monde à vivre et à pouvoir partager, avoir une interaction, à rencontrer des gens formidables qui m'écrivent en message privé et tout. Donc je serai un fervent défenseur en fait, des réseaux sociaux, à condition de savoir quels sont les risques. Encore une fois, comme un couteau. Vous pouvez l'utiliser en cuisine et devenir chef cuistot, mais si ça tombe entre de mauvaises mains, ce couteau, il peut faire autre chose. C'est pareil pour les réseaux sociaux, et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Oksana, alors, votre message d'espoir par rapport aux réseaux sociaux? Vous savez, j'ai dit chaque fois les grands remerciements pour toute la solidarité que l'Ukraine a reçue de votre part. Je dis toujours que la solidarité, c'est les ailes de notre victoire et de notre résistance. Et je pense que cette solidarité mondiale était possible grâce aux réseaux sociaux. C'était immédiat. C'était dès le premier jour de la guerre. Et c'était vraiment, j'ai eu les armes aux yeux quand j'ai vu tout Facebook
bleu et jaune. Tout de suite, tout le monde a mis ses drapeaux de solidarité. Donc, ça pourrait être un outil de solidarité pour quelconque action positive pour soutenir les gens, pour les aider, pour récolter de l'argent, l'aide humanitaire, trouver les volontaires, trouver les spécialistes. Tout ça, dans la guerre en Ukraine, les réseaux sociaux, ils jouent le rôle incontournable. Franchement, il y a ce côté très, très, très positif. Si on a parlé de la chose négative, c'est plutôt dans le sens de précaution pour vous avertir que, attention, pour ne pas tomber dans ces pièges. Il y a une petite piège aussi, pas piège, mais petite astuce. Dès que vous voyez quelqu'un sans photo réelle et sans le vrai nom, il ne faut pas lire les commentaires. Parce que vous risquez de tomber sur le troll, ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Mais sinon, c'est vraiment un outil plutôt très contemporain, technologique, qui change le monde. Ça fait partie de la révolution technologique de notre temps. Oui, c'est vrai qu'on a été assez négatif, mais c'était pour des précautions. Pour parler de pays que je connais bien, comme l'Irak, où je suis allé aussi pas mal de fois en Afghanistan ou en Libye, ce sont des pays qui n'ont pas la chance que l'on a ici d'avoir des médias classiques qui font leur boulot. Et donc, l'aspect positif pour ces populations-là, c'est de pouvoir avoir un accès à l'information. Je me souviens très bien des contestations de 2019 à Bagdad, où la jeunesse a commencé à protester contre le gouvernement pour différentes raisons et a utilisé Twitter non seulement pour s'organiser, mais aussi pour donner des informations du terrain, parce que les médias irakiens refusaient, les médias irakiens très souvent tenus par un parti ou un courant religieux ou le gouvernement, refusaient de raconter la réalité. Donc les réseaux sociaux peuvent aussi apporter une information vraie dans des situations où les gens n'ont pas le luxe d'avoir celui que l'on a, nous, d'avoir une diversification des sources. Merci à vous trois. D'ailleurs, juste pour abonder dans ce que vous venez de dire, à Téhéran, enfin en Iran de manière générale, Instagram est le réseau social préféré de toute cette jeunesse qui essaye d'être en communication avec d'autres médias que ceux offerts par la propagande des mollahs. Donc on voit par exemple là, dans un autre pays, aujourd'hui en résistance, qui n'est pas l'Ukraine mais qui est l'Iran, à quel point ça peut aussi être important. Alors c'est le moment des questions. Voilà, il y a un micro qui va circuler si vous voulez bien. Il y a une question par là. Voilà, si vous voulez bien lever la main, ouais, et puis attendre le micro, ça permet que tout le monde entende bien. Bonjour. Ah oui. Bonjour. J'aurais une petite question. Bon, c'est un petit peu évident si on n'a pas pris le micro. Vous parlez de cultiver l'esprit critique, de regrouper l'information et compagnie. Donc ça, je suis évidemment d'accord avec vous. Cependant, dans la vie pratique, des fois, on est pressé. On a juste des petites capsules de 5 minutes, 10 minutes pour peut-être recevoir l'information. Et du coup, on n'a pas forcément le temps ni l'envie, parce que ça demande quand même plus d'efforts, effectivement, qu'allumer la télé et rester devant, de regrouper l'information, d'avoir un esprit critique, compagnie. Donc, est-ce que vous auriez peut-être des noms de médias ou de sources qui sont évidemment pas forcément 100% fiables, parce qu'aucune source n'est 100% fiable, mais qui pourraient, on pourrait lire quelque chose dessus et se dire, bon, a priori, c'est quand même plutôt fiable, il y a quand même moins de chances que je tombe dans cette guerre d'information où il y a tout un intérêt financier ou politique à me faire croire que je vais me faire croire quelque chose de faux, en fait. Voilà. Alors, très très bonne question. Alors, je vais être très cynique, mais Google, donc qui tient YouTube, il calcule le temps de cerveau disponible, ce qui est très abstrait, mais c'est combien de temps par jour les gens sont prêts à donner pour les réseaux sociaux. Et leur objectif, c'est de l'augmenter et de vous prendre votre temps. Et donc, il y a tout un système qui est fait pour que vous restiez le plus longtemps possible. Le scroll infini, c'est l'enfer. Tu regardes et tu as perdu une demi-heure. Tu te dis, putain, j'ai perdu une demi-heure, quoi. C'est l'enfer. Donc, exactement. Celui qui a inventé ce swipe infini le regrette aujourd'hui, effectivement. Alors, comment faire quand on n'a pas beaucoup de temps ? Ça peut être d'aller, tu te fais 3-4 médias différents. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un seul média tout seul ne peut pas
bien t'informer sur tout le monde. Ce qui fait que tu es bien informé, c'est que tu as un ensemble de plusieurs choses qui t'informent, et c'est ça qui fait l'ensemble de ta diète journalistique, c'est le fait d'avoir 4-5 trucs un peu différents. Donc tu peux aussi bien t'abonner à des comptes comme Le Monde, Hugo Décrypte, qui fait du super boulot, tu peux aller sur l'AFP, tu peux avoir deux, trois autres sources. Moi je pense que c'est ça, parce qu'en fait en 5-6 minutes tu peux juste tu swipes et tu peux avoir déjà les grands titres sans trop te perdre. Donc ça je dirais ça. Et quand je vous disais tout à l'heure de vous abonner à des comptes de debunking ou de fact-checking, c'est pas pour y aller en permanence, mais c'est que parfois vous regardez, vous n'avez pas beaucoup de temps, tu es dans le métro, tu regardes, hop, tu as vu passer une info et tout. Et en fait, le lendemain, tu te rends compte que cette info que tu as vue, elle est fausse. Et en fait, c'est aussi intéressant d'être abonné à des trucs qui peuvent te dire, au fait, juste pour info, ce que tu as vu hier, va pas le répéter 3 jours plus tard, parce qu'en fait, c'est faux et ça a été débunké entre-temps. On a vu que c'était pas la bonne photo, pas le bon truc et tout. Donc, je dirais que c'est ça. Et ça demande quand même un effort, et c'est ça qui est difficile, c'est que tu te bats contre une machine qui cherche à te distraire, qui cherche à te prendre ton attention. Donc c'est un petit effort à fournir, mais de 4-5 médias, ou même un tout petit peu moins, mais en général ça suffit déjà pour avoir un peu une vision de ce qui se passe dans le monde, voilà. À moins que tu sois veuille vraiment être hyper informé, et alors là tu vas scroller sur Twitter et tout, mais globalement voilà mes recos. Bon, alors je rajoute le site de l'Obs, évidemment. Et peut-être qu'on peut dire aussi qu'Arte fait du bon travail. Et aussi, oui, on Arte, peut rajouter à la liste. Mediapart aussi. Voilà. En fait, ça dépend évidemment avant le numérique. Je dis n'importe quoi, mais si on s'intéressait à la science, on pouvait s'abonner à un magazine, Science et Vie. Voilà. Je pense que c'est la même chose, c'est la même démarche. Maintenant, c'est sur l'investissement qu'on met là-dedans. Après, ça, c'est vraiment subjectif. Certains veulent passer juste 5 minutes, c'est légitime, et d'autres sont prêts à y passer 1 heure. Donc, je n'ai pas vraiment de chiffres en tête. Est-ce qu'il faut en avoir 3, 4 ? Tout dépend de ce que vous recherchez. Qu'est-ce qui vous intéresse, et là je pense quand même, encore une fois, qu'en France on a vraiment une diversification des médias qui permet ça, et il y a à la fois des gens comme Mister Géopolitics qui font des choses de manière passionnée, mais il y a aussi les médias classiques ont aussi leur représentation dans les réseaux sociaux, donc on peut s'abonner à tout type de profil en fonction de son intérêt, je pense. Il faut juste, c'est comme tout, faire l'effort d'aller chercher la vérité dans ce qu'on veut apprendre, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais faire plus d'efforts. On a tous le temps en vérité, je pense. Vous savez, du fait de parler, de communiquer sur la guerre, et comme je suis souvent à la télé, j'ai besoin d'avoir une information fiable et explicite et rapide. Donc je suis confrontée à ce problème quotidiennement, et je peux vous offrir mon petit secret, mon petit recette. Ce n'est pas un secret, c'est une recette. J'ai bien compris que les réseaux sociaux, ça ne pourrait pas être la source d'information si vous voulez être bien informé. Les réseaux sociaux pouvaient vous donner les trends, le vecteur de l'information de ce jour-là. Par les réseaux sociaux, vous pouvez comprendre qu'est-ce que sont les actualités d'aujourd'hui, quand tout le monde en parle, mais pour comprendre l'événement, pour pouvoir le communiquer après, il faut quand même s'adresser aux rédactions comme l'Obs, Le Monde. Ce sont les sources de l'information fiable. Il y a beaucoup de monde qui travaille derrière pour que vous recevez l'information fiable. Je serai très critique par rapport des réseaux sociaux. Ce n'est pas pour vous donner l'information profonde. C'est juste pour vous orienter dans cette jungle d'informations. Mais vous devez toujours être équipé par votre source fiable, solide, à qui vous avez confiance personnellement. Parce que sinon, vous risquez de perdre la tête. Hugo Décrypte, pour le coup, a pensé son contenu pour des gens qui ont peu de temps, et en fait, tu as 5 swipes à faire sur la droite, les 5 actus du jour à retenir. Et pour avoir bossé avec Hugo, il fait vraiment du bon boulot, et c'est pensé pour des gens qui justement n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent juste savoir 5 grandes choses qui sont passées dans le monde. Pas besoin de savoir plus, parce qu'en fait après tu peux pas forcément besoin de plus t'informer pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Donc voilà. Et après, pour ceux qui passent trop de temps sur les réseaux, parce que ça arrive, on se fait happer selon les moments, vous avez des outils, encore une fois, pour vous prémunir. Vous avez le fait de, par exemple, de ne pas laisser... Vous avez une règle chez vous, moi c'est ce que j'applique, pas de téléphone dans la chambre. Donc quand j'ai fini de bosser, je suis en soirée et tout, et après je laisse le téléphone dans le salon.
Et comme ça, je sais que quand je me couche et que je me lève, je n'ai pas une demi-heure par-ci, une heure par-là. Voilà. Ça nécessite de ne pas être réveillé par son téléphone portable et d'avoir un réveil à l'ancienne. Ça nécessite, j'ai racheté un réveil justement pour ça. Vous avez ça. Vous avez des fonctionnalités sur le téléphone qui vous permettent de bloquer des applications. Au-delà d'un certain temps, vous définissez. Vous avez le fait de passer votre téléphone en noir et blanc. Vous passez en moyenne 40% de temps en moins dessus quand c'est en noir et blanc. Mais c'est vrai que la vidéo, c'est tout de suite moins aguicheur. Voilà, vous avez plein de choses qui vous aident. C'est juste qu'il faut accepter que vous vous bataillez contre une machine qui veut votre attention. Et donc, ça se fait dans la conflictualité un peu et parfois on se fait avoir. Mais il existe des outils pour vous prémunir de ça et des petites habitudes à prendre. Même moi qui suis créateur de contenu, qui ai plein de copains qui sont sur les réseaux et tout, j'ai été contraint de me restreindre, sinon je faisais plus rien de ma life, quoi, en dehors du boulot, quoi. Donc voilà, il y a des outils qui, encore une fois, sont utiles pour vous permettre de vous restreindre sur les réseaux et d'utiliser ce temps que vous avez sur les réseaux pour faire un peu de veille journalistique. Et voilà. Oui, il y a une question là au premier rang. Ouais. Du coup, si je peux aussi répondre à cette question, il y a des médias sur les réseaux sociaux qui sont très bien, qui vont permettre d'avoir une information très concise avec des trucs assez accrocheurs. Il y a notamment Confluence International, Alternative Économique, qui sont des médias qui font des titres et des résumés très courts et très brefs pour justement les gens qui n'ont pas le temps pour lire l'information ou qui ne veulent pas passer trop de temps non plus sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'on disait, mais c'est fait vraiment pour accrocher. Et on voit bien que les vidéos TikTok aujourd'hui, ce n'est fait que pour ça. Les vidéos TikTok, le but, on en est même arrivé à un point où on commence une phrase par la fin pour qu'à la fin de la vidéo, on ne se rende pas compte qu'on va recommencer la vidéo parce qu'en fait, la phrase qu'il a dit au début de la vidéo, c'est la phrase de la fin. Donc on a cette problématique-là de tout est toujours en boucle. Et le problème, c'est que sur des plateformes comme TikTok, on en vient même à un point où les commentaires qu'on peut poster sont censurés si ça ne va pas dans le sens de ce que la plateforme veut. Et le problème, du coup, c'est un peu ma question aussi, c'est pourquoi est-ce que les plateformes mettent des politiques qui vont venir censurer l'information que nous, on peut apporter, alors que c'est juste parce qu'elle ne va pas dans leur sens. Alors, quand tu dis que la plateforme censure de l'information qui n'est pas dans son sens, c'est parce que tu as déjà publié des choses qui ont été supprimées ? Qui ont été supprimées pour violation des consignes communautaires ou harcèlement et intimidation. Et c'était sur quelle thématique, sans indiscrétion ? L'homophobie. L'homophobie, d'accord. Alors, c'est surprenant parce que normalement, quand tu écris un commentaire sur une vidéo TikTok, c'est pas la plateforme qui supprime ton commentaire, c'est le gars qui a créé la vidéo, qui peut gérer son espace commentaire comme il le veut. Moi, typiquement sur YouTube, je peux bloquer des gens si je vois qu'ils apportent rien du tout de constructif à la communauté et que c'est juste pour se défouler. J'ai eu la chance de très très peu l'utiliser, mais je pourrais bloquer des gens. Je peux bloquer des mots injurieux ou des trucs. Encore une fois, j'ai beaucoup de chance, je suis très préservé. Et là, malheureusement, il y a énormément de sexisme sur les réseaux et j'ai des copines créatrices de contenu qui sont beaucoup plus confrontées à ça, même si elles font du contenu complètement qui n'a rien à voir. Donc c'est pour ça que c'est surprenant que la plateforme fasse ça. Par contre, je vais donner un chiffre qui fait peur, c'est qu'en général, en moyenne, quand tu es sur YouTube, tu as 15 secondes, quand tu es créateur de contenu, tu as 15 secondes pour captiver les gens pour qu'ils aillent jusqu'au bout de ta vidéo. En général, on estime qu'au bout de 15 secondes, si tu les as pas accrochés, ils vont passer à autre chose. Ils vont cliquer sur une vidéo de chaton, sur une vidéo gag, sur la dernière musique de Beyoncé ou de Coldplay, mais ils vont pas regarder ta vidéo. Tu as 15 secondes. TikTok, tu as 3 secondes. Si au bout de 3 secondes, les gens n'accrochent pas, ils swipent, en moyenne. Donc imagine faire un sujet sur le braconnage ou sur la géopolitique comme je fais, tu es obligé d'avoir un peu des subterfuges pour accrocher l'audience. Malheureusement, tu es obligé de jouer avec les règles qui existent en fait sur ces plateformes. Et typiquement, moi, j'ai comme habitude de commencer mes vidéos par une question. Pourquoi est-ce que la Russie a planté un drapeau sous le pôle Nord, tu vois ? Et en fait, ça me permet derrière de dérouler un sujet géopolitique sur l'Arctique. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre comme sujet ? Je n'ai plus qui me viennent en tête. Qu'est-ce que c'est la géopolitique ? Et ben voilà, qu'est-ce que c'est la géopolitique ? Voilà. Moi, j'ai utilisé ce subterfuge-là. Il y en a qui utilisent, effectivement, quand tu parlais des boucles, parce qu'en fait, les vidéos sur TikTok,
Quand elles se finissent, elles redémarrent automatiquement. Pour surtout pas que vous restez dans un flow perpétuel. C'est très très bien pensé, c'est très machiavélique, c'est très bien pensé. Et il y a des gens qui font des boucles, c'est-à-dire qu'ils arrivent à finir leur phrase et hop, vous repassez au début sans même vous en rendre compte parce qu'en fait, ils ont écrit leur vidéo de telle manière à ce que ça fasse une boucle. Ça, c'est aussi parce que les plateformes vont te recommander en tant que créateur de contenu. Ils vont dire, tes vidéos, je vais les suggérer à un peu plus de gens parce que c'est comme ça que la plateforme, elle fonctionne. C'est là, typiquement, tout ça, vous êtes toute l'audience qui existe sur TikTok. Moi, je fais une vidéo, et ben, cette vidéo, elle va la présenter au premier rang là-bas. Si les gens du premier rang, ils ont regardé la vidéo presque jusqu'au bout et qu'ils ont laissé un j'aime ou un commentaire et tout, elle va faire ok, bah, je vais passer à 2-3 rangs parce qu'en fait je vois que la vidéo elle a un peu plu. Si elle n'a pas plu, la vidéo va pas être recommandée. Et en fait le système de recommandation c'est comme ça que ça fonctionne et que ça va toucher de plus en plus de monde. Et donc quand tu es créateur de contenu, et surtout quand parfois tu fais des déplacements, tu vas dans un cartel, tu vas sur le porte-avions, tu vas en RDC dans la région du Kivu, qui est une région qui est un peu qui est complexe, tu passes du temps et tout, bah, tu n'as pas envie que ton contenu tu passes beaucoup de temps, mais tu n'as pas envie que ton contenu il soit partagé à 2 personnes et qu'après la plateforme elle se dit bon bah non, ça n'a pas plu donc je la partage plus. Tu as envie que ça marche et donc du coup tu peux être tenté d'aller vers un extrême qui est pas bon, mais qui s'appelle le putaclic, le fameux, on y revient, je suis désolé pour le terme, vers quelque chose d'un peu trop caricatural. L'idée étant d'accrocher sans tomber dans cet extrême-là, et c'est difficile, c'est vraiment difficile. Parfois on y arrive bien, parfois on se prend les pieds dans le tapis. Mais pour dire que les gens qui font les boucles, c'est qu'en fait, les gens vont recevoir une notification. TikTok vous dit que votre vidéo, elle a été vue à 150%, parce qu'en moyenne, les gens ils sont allés à 100% de la vidéo et 50% en plus avant qu'ils se rendent compte que la boucle était finie. Donc ça veut dire que les gens, ils ont beaucoup regardé votre vidéo, donc je vais beaucoup la partager. Et ça peut être des choses qui sont parfois un peu calculées comme ça pour que les plateformes recommandent beaucoup. Mais c'est pour ça que je suis curieux, on pourra en reparler après si tu veux, mais des choses qui ont été censurées par la plateforme, ça j'avoue que j'ai eu peu de choses dans ce sens-là, donc on pourra en discuter tout à l'heure, mais malheureusement je ne peux pas te répondre plus pour le moment. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pardon. Oui. Non, vous n'avez pas besoin d'appuyer, ça marche. Ah bon, très bien, vous m'entendez ? Donc c'est plutôt une question encore pour Gildas, qui parlait tout à l'heure d'outils donc, sur Internet pour les victimes de harcèlement. Et là, on a l'impression que beaucoup de gens sont très démunis, hein, autant dans les écoles que dans les familles. Donc que faire pour savoir un peu connaître ces outils, quoi ? C'est une très bonne question. Là où en fait c'est difficile, c'est que avant Internet, le harcèlement, c'est vous arriviez sur votre lieu de travail et il y a quelqu'un qui vous fait des remarques, qui se fout de votre gueule en permanence et tout. Et donc, ça reste, entre guillemets, cantonné. C'est malheureux, mais ça reste cantonné qu'au lieu de travail. Vous rentrez chez vous, vous êtes avec vos frangins, votre famille et tout, vous respirez. Le problème de ça, c'est que c'est dans votre poche. Le soir, avant de vous coucher, vous pouvez en recevoir des notifications. Au lever, le matin. Et il y a un effet cumulatif qui est énorme parce que, chaque personne ne se rend pas compte en fait, de l'impact qu'il fait et il y a un effet millefeuille qui fait que c'est horrible à vivre pour les victimes, c'est vraiment horrible. Donc informer au maximum les gens de votre entourage et aider ceux qui en sont victimes. Il y a des outils, alors j'ai plus le nom mais encore une fois je pourrais regarder juste après et vous le redire, mais si vous mettez plateforme, harcèlement, aide harcèlement ou quoi, il y a vraiment des outils qui sont faits, des lignes d'écoute pour surtout, parce qu'en fait le problème de ça c'est que on se sent acculé face au monde entier en fait. Et c'est un biais qui est malheureux mais qui peut faire beaucoup de dégâts. Et les plateformes sont vraiment là pour... donc je ne sais pas si elles sont parfaites, je les recommande, je ne les ai moi-même pas utilisées, mais il y a des outils, c'est pour dire que Internet apporte beaucoup de choses très positives mais aussi son lot négatif. Et je pense que les réponses à ça, c'est savoir qu'il y a des solutions qui existent et des plateformes qui existent. Informer à l'école. Je vois qu'il y a de plus en plus de choses qui se font dans les écoles. Pour informer des jeunes comme vous, par exemple, ça serait très bien que vous passiez un peu dans les écoles. J'en fais le maximum que je peux, mais il y en a de plus en plus, de l'éducation aux médias, tout ça se fait de plus en plus. Mais il faut accepter que Internet a été inventé il y a 23 ans. Il y a 23 ans, il n'y avait pas Internet. C'est dur à dire, mais vous vous rendez compte de la vitesse et de l'accélération qu'il y a eu en 23 ans. Donc voilà, et malheureusement parfois les solutions tardent à arriver, mais il y a de plus en plus de choses qui se font, des influenceuses, des influenceurs qui ont subi ça, qui en parlent, il y a de plus en plus de paroles. On parle beaucoup plus de santé mentale aujourd'hui qu'il y a quelques années.
y a quelques années, on ne parlait... Le mot santé mentale, on ne l'utilisait pas, quoi. Et donc il y a des avancées qui se font aussi dans ce sens-là. Pareil, sur l'esprit critique, il y a beaucoup de choses qui avancent. Je suis très optimiste malgré tout le lot malheureux qui existe sur Internet aussi, mais c'est pour dire que c'est un super outil et que si on s'arme bien, on peut en faire des super choses, quoi. Et merci pour votre question. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Faites pas les timides. Par là? C'est une question que je me posais souvent sur les réseaux sociaux, souvent TikTok. Quand une personne elle est pas bien, elle met des vidéos. Et après, au fur et à mesure, il s'identifie aux vidéos tristes et ça fait un effet boule de neige dépressif. Est-ce que vous auriez une solution ou une explication plutôt? Ouais, bah tu vois, tout à l'heure, quand je disais que les réseaux sociaux, ça peut vous apprendre à mieux vous connaître. Et on est comme ça, c'est l'être humain, c'est comme ça. Après une rupture amoureuse, après un échec, après un truc, on a un besoin de vouloir avoir des ondes positives qui nous arrivent. Et que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont créer du contenu pour attirer justement ce besoin de validation. C'est un besoin d'appartenance, un besoin d'être validé par les autres. Ça peut passer par, on en parlait tout à l'heure, mais de la nudité, ça peut passer par beaucoup de choses. Un besoin d'être confirmé. Voilà. Je pense que il faut, enfin comment dire. Là, encore une fois, j'ai pas de réponse exacte, mais il y a des gens qui peuvent subir du harcèlement parce que justement ils ont fait des vidéos qu'ils regrettent un peu après coup, mais que sur le moment ils en avaient besoin parce que ça leur permettait d'exprimer une émotion, ça leur permettait de potentiellement attirer une validation extérieure qui fait du bien, on va pas se mentir. Donc je pense qu'encore une fois, il faut mieux se connaître, tout comme il faut mieux connaître nos biais personnels quand on s'informe. Ok, bah je peux comprendre que cette information, elle me donne envie de la croire parce que j'ai tendance à être comme ça, et donc du coup, voilà. Donc c'est assez difficile parce que ça nous challenge un petit peu à mieux nous comprendre. Mais donc je ne peux pas répondre directement à ta question, mais en tout cas mieux se connaître et mieux comprendre pourquoi parfois on fait certaines vidéos, et est-ce qu'il y a besoin de le faire de cette manière-là et de lui donner cette portée-là. Est-ce que c'est pas juste une vidéo que je peux envoyer à 3-4 copains plutôt que le mettre en libre? Tu sais, sur Instagram, tu peux faire une story où tu partages qu'à tes potes et pas à tout le monde. Voilà, ça peut être une option. Mais voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais en tout cas, merci pour ça. Je vais essayer de répondre, de vous donner quelques conseils, parce que j'ai une fille qui a 16 ans et qui est dépendante presque de s'exposer, etc. etc. Vous savez, chez nous en Ukraine, il y a une vieille tradition, c'est une remède de babouchka, hein, de vieilles grand-mères, qui nous disent moins tu es exposé aux autres, plus tu es heureuse. Ça veut dire qu'il faut pas s'exposer trop, ton âme, tes malheurs ou tes bonheurs, parce que tu connais pas les autres gens qui te regardent. Parce que surtout chez les adolescents, et ça j'ai consulté même psychologue à ce sujet, les adolescents ou les jeunes gens jusqu'à 25 ans, ce sont les êtres les plus égoïstes de toute la période de vie humaine. Chacun se valorise au prix d'un autre. Donc dès que vous exposez votre malheur, il y a énormément de gens qui sont très contents qu'ils sont moins malheureux que vous. Chez nous, on dit que c'est la diffusion des mauvaises énergies. Et comme ma fille, elle était dépendante, il fallait qu'elle se parle, on a trouvé un autre moyen. On a trouvé les images qui parlaient, au lieu de s'exposer par sa propre malheur, tu trouves une poésie, tu trouves un film, tu trouves un bouquin, un récit de quelques romans qui parlent de la même chose, mais ce n'est pas toi exactement. Et comme ça, les gens ils commencent à réagir. Et comme ça, comme ça ne concerne pas quelqu'un personnellement, les gens ils sont beaucoup plus empathiques. Ils commencent à s'exprimer, livrer sentiments de partage. Et comme ça, on trouve plus de soutien que l'autre chose. Ça, ce sont les remèdes de notre génération. Mais parfois, vous savez, les adultes, ils ont quelque chose à transmettre à la jeune génération. Donc, je voudrais vous transmettre cela. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je laisse le petit temps de l'hésitation. On y va pas? Non?
Je voulais savoir comment se faisait la rémunération des auteurs dans les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple. Comment ça se passe? Comment on gagne de l'argent? Oui, comment ça se passe? Alors, je n'ai pas de compte OnlyFans, non, pardon, ça c'est pas la petite blague. Alors, globalement, ça a beaucoup à voir avec la publicité. Mais alors, quand on dit publicité, en général, c'est trompeur pour les gens parce que ils peuvent penser qu'on est rémunéré par les plateformes. Ils peuvent penser que notre contenu est orienté parce qu'on gagne de l'argent avec la publicité. Moi, en gros, globalement, j'ai 5 possibilités de gagner de l'argent. Et selon les mois, selon les projets, j'active ou pas ces rémunérations. La première, c'est je travaille avec une agente qui m'aide à trouver ce qu'on appelle des placements de produits, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une école de géopolitique qui a besoin de communiquer pour attirer de nouveaux jeunes. Ça peut être une application mobile pour apprendre l'anglais avec des natifs anglophones. Ça peut être un nouveau bouquin de géopolitique à destination des jeunes qui vient de sortir et qui a besoin de communiquer dessus. Et l'agente avec qui je travaille, elle me trouve ses partenaires le plus possible en lien avec ce que je fais. Et moi, typiquement, je vais faire un reportage et je dis, avant de commencer ce reportage, juste pour vous dire, cette vidéo est sponsorisée par un nouvel atlas de géopolitique qui vient de sortir. Il est dispo dans les bacs, il parle de ça. Et je vous ai mis un lien juste en dessous si vous voulez cliquer. Fin de la publicité. Et ensuite, je commence mon reportage et il n'y a aucune orientation dans mon contenu par le sponsor de cette vidéo. Ça, moi, c'est mon revenu principal. Et j'ai la chance de bosser avec une agente qui me permet de trouver des sponsors qui sont en lien avec ce que je fais et pas Coca-Cola ou Monsanto. Voilà. Deuxième chose, il peut y avoir du financement participatif, c'est-à-dire que vous avez une audience et les gens aiment tellement le contenu que vous faites que vous vous dites je vais lui donner 1 euro par mois. Mais 1 euro par mois multiplié par des audiences qui font parfois plusieurs centaines de milliers. Donc tout le monde, bien sûr, ne donne pas parce qu'il n'a pas la possibilité, ni l'envie, ni les moyens. Mais il y a des gens qui arrivent à ne vivre presque que de ça. Moi, j'ai quelques centaines d'euros par mois, donc ça me permet de faire des à côté pour mes reportages. Mais il y a des gens qui ne vivent que de ça. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Thinkerview. C'est une chaîne un peu de géopolitique et d'interviews. Ils ont 19 000 euros par mois qui tombent. Donc ils ne vivent presque que de ça, ce qui leur permet d'être très indépendants. Et bref, donc globalement, ça c'est, pour faire très court, ça c'est un peu l'économie sur Internet. Moi après j'ai d'autres choses à côté, j'ai sorti des bouquins dans les maisons d'édition, des BD, jeux de société, j'ai donné des cours à l'université aussi, fait des conférences, et voilà. Et après j'ai aussi une autre plateforme, et voilà. Donc pour faire très simple, globalement ça tourne beaucoup autour de ça. Et donc quand vous voyez du Squeezie, avec du NordVPN, vous voyez Lena Situation, voilà. La priorité dans leurs revenus, c'est souvent ces fameux placements. Mais après, chaque créateur de contenu, selon ce qu'il fait, Lena Situation, elle crée des marques de vêtements, je sais plus, elle fait du parfum aussi, je sais plus. Elle a d'autres choses à côté. Squeezie, il fait d'autres choses. Donc après, chaque créateur peut développer autre chose en dehors de son ADN, mais on va dire que le cœur de cible, c'est vraiment ces fameux placements de produits dont on me parle. Voilà. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci de votre attention. Et je vous souhaite une bonne fin de forum. Merci à Oksana, Ferhat et Gilda.